Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Libye. L'ONU se dit préoccupée par les traitements indignes et inhumains des migrants. Après la Libye, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Nouvelle tuerie dans un camp de déplacés. La tuerie fait 46 morts. Au Mali, le vote a débuté pour le référendum constitutionnel du 18 juin. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Construction d'un centre régional de mécanisation agricole à Palimé. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Germain Pouli, vous êtes journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Et face à vous aujourd'hui, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, c'est un plaisir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et voilà, j'espère qu'on aura de bons échanges. Voilà, nous attaquons donc notre premier sujet, direction donc la Libye. La mission d'appui des Nations Unies, MANUL, a exprimé ce lundi sa préoccupation face à la détention arbitraire de migrants et de demandeurs d'asile, rappelant les autorités libyennes à les traiter avec dignité. La MANUL a dénoncé la détention de femmes enceintes et d'enfants dans des lieux surpeuplés et insalubres et l'expulsion collective de milliers d'étrangers, même ceux rentrés légalement en Libye. Selon l'Organisation internationale des migrations, la Libye compte plus de 600 000 migrants, la plupart rentrés clandestinement dans le pays et très souvent en provenance des pays d'Afrique subsaharienne en direction de l'Europe via la Méditerranée. Alors, quelle est d'abord votre réaction sur cette situation, la Libye qui continue d'accueillir des flots de migrants malgré tout ce qui se dit et les conditions dans lesquelles ils sont traités que dénonce la MANUL, Horus? Bon, je trouve que ça fait un peu épiphénomène et puis, je sais pas, pour moi, il y a un genre d'hypocrisie parce que en fait, le phénomène en Libye, c'est pas maintenant que cela arrive. Il y a de cela, je pense, 5 ans, je pense, si je me souviens bien, une jeune journaliste soudanaise, Nima El Gabir, a fait un reportage où on montrait des migrants vendus comme des esclaves. Ouais. L'émotion a duré quelques mois et après elle est retombée et on est passé à autre chose. Donc dire, disons, s'offusquer d'un État libyen qui embastillerait des migrants pour telle ou telle raison, je trouve qu'on est de l'ordre de la comédie, d'autant plus que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est quelque chose auquel on n'a pas cherché à apporter de solution et pire encore, c'est-à-dire on s'est attelé à entretenir la déstabilisation de la région en infantilisant tous les acteurs du continent. Lorsqu'il y a l'intervention libyenne, les pays africains sont nombreux à prévenir et à avertir de ce qui pourrait se passer. Et avant l'intervention libyenne, il y avait déjà un jeu très vicieux qui se passait entre l'Europe et les pays du Maghreb en ce qui concerne comment dirais-je, disons, le contentement, la gestion des migrants qui postuleraient pour un éventuel mariage vers l'Europe. Donc on a vu des États européens fricoter avec des États du Maghreb pour essayer de contenir. On a même proposé des sous. On a établi Frontex, je pense, depuis 2004. Alors, le ridicule de l'histoire, c'est que pour que les gens comprennent bien, quand on parle de la distance qu'il y a entre, disons, du rapport qu'il y a de l'Afrique à l'Europe, c'est que le point le plus proche entre l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire entre la pointe du Maroc et l'Espagne, ça ne fait pas Zangueira-Lomé. Oui. C'est-à-dire quand vous prenez votre voiture chaque jour et que vous parcourez Zangueira et que vous allez en ville, vous allez à boulevard Central, vous allez à Décon par exemple, vous venez d'effectuer la distance qu'il y a entre le point le plus proche entre le Maroc et l'Espagne. C'est pour vous dire le ridicule de l'histoire dans le sens où comment peut-on empêcher des peuples de communier à travers une distance aussi courte? Comment, même dans la transmission... Mais ils sont sur différents continents avec d'autres réalités.
Non, même pas. Par exemple, les autres réalités, justement, c'est ce qu'on vend aux gens. Mais en réalité, de tout âge, il y a toujours eu des échanges entre ces populations-là. Même le ridicule même de l'histoire, c'est que par le biais de toute l'histoire coloniale, Ceuta et Melilla sont en réalité en territoire africain. Donc les gens, en réalité, ils vont sur le continent africain, ils traversent une barrière, ils sont toujours sur le continent africain et ils sont en Europe. Donc je pense qu'à un moment, comment dirais-je, il faut traiter ce problème beaucoup plus profondément, c'est-à-dire il faut pouvoir traiter de l'ingérence comment dirais-je, d'un certain nombre d'États dans les politiques africaines et des déstabilisations que l'on connaît. Il faut pouvoir traiter de la libre circulation des personnes. Parce que après, moi, en tant qu'Africain, je pense que nous appartenons au continent le plus, comment dirais-je, le plus emprisonné. J'ai l'impression qu'au niveau de la planète, tous les ressortissants du globe, hormis les Africains, ont le droit d'aller où ils veulent. Le jeune Africain qui va faire, par exemple, son cursus universitaire et qui, à l'instar de celui de, je sais pas moi, de l'Asie, de celui de l'Europe, de celui de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord et ainsi de suite, et qui, par exemple, devrait pouvoir aller, je ne sais pas moi, au Japon, je sais pas moi, au Brésil, au Canada, en France, en Suède et ainsi de suite, pour parfaire son cursus ou parfaire son expérience et revenir apporter de la richesse, ben ce jeune Africain, c'est celui à qui on demande le plus de garanties. C'est celui qu'on suspecte le plus. Alors que vous allez dans d'autres pays, ben on encourage le jeune à sortir et à voyager. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent circuler, disons les Africains, notamment subsahariens, puissent circuler dignement. Parce qu'il s'agit de ça. Alors, je vais peut-être digresser, mais les restrictions, elles sont à tous les niveaux. Elles sont dans le fait que le subsaharien ne puisse pas se déplacer. Elles sont dans le fait que le subsaharien qui se déplace n'ait même pas la capacité de pouvoir revenir chez lui quand il le veut. Parce qu'on va lui mettre des restrictions au visa, des restrictions, comment ça s'appelle, au billet d'avion, des restrictions pour pouvoir rester dans le pays, des restrictions. On lui mettra des restrictions à tous les niveaux. Les autres, ils ont des restrictions que je pourrais dire fictives parce que, mettons que si ces restrictions existent, elles ne sont pas aussi violentes que pour un subsahárien. Donc il y a toutes ces questions qu'il faut aborder si on veut que les choses s'apaisent. D'autant plus que, paradoxalement, on a des migrants clandestins qui veulent aller dans des régions qui elles-mêmes sont dans le paradoxe disons, elles-mêmes sont dans une démarche de rechercher eux-mêmes des migrants pour un problème de sous-population. On est dans... C'est un peu foutu, c'est très... Voilà, donc il faudrait qu'à un moment... on sorte de cette hypocrisie-là. Et je pense que l'ONU participe beaucoup à ce type d'hypocrisie. Dire qu'on remarque, qu'on dénonce, ça fait des dizaines d'années que cette histoire. On dénonce. Et rien ne change. On vend du noir en Libye. On l'a démontré. Nous y reviendrons tout à l'heure. Germain, d'abord votre réaction. La MANUL dénonce ce traitement inhumain réservé aux migrants subsahariens en Libye. Bon, je crois que ce n'est pas la première fois que l'ONU dénonce ce traitement-là. L'ONU est également dans son rôle de dénoncer, de demander à ce que les autorités libyennes permettent que ces migrants-là soient assistés aussi bien par les services spécialisés de l'ONU que par les ONG qui s'occupent de ces questions. Maintenant, après, comme l'a dit Russe, c'est une situation qui tend à se généraliser dans le Maghreb. On a vu comment le président tunisien lui-même a eu à s'exprimer sur le sujet. On voit comment les Marocains arrivent à collaborer avec les Espagnols et tout ça pour limiter les dégâts. Sauf qu'en Libye, c'est un pays déjà dévasté depuis 12 ans, depuis la chute de Kadhafi. C'est un pays instable avec deux dirigeants à l'est et à l'ouest, deux gouvernements. Et c'est dans ce désordre-là que certains passeurs, certains trafiquants ont choisi la Libye comme une principale plateforme pour faire le commerce des migrants, pour faire des affaires sur le dos des migrants et pour essayer donc de les faire passer de l'autre côté
vers l'Italie. Donc aujourd'hui, selon les estimations de l'ONU, il y a environ 600 000 migrants donc, dans ce pays-là. Et ce pays aujourd'hui qui côtoie aussi la pauvreté comme bon nombre de pays après la chute de Kadhafi et qui a tendance aujourd'hui à repousser les migrants qu'on accuse de tous les maux. Donc il y a des rafles qui sont régulièrement faites dans les rues, parfois dans les zones ou dans les centres où sont accueillis ou contraints d'habiter donc de ces migrants-là et on les met en détention avec une direction d'un service qui est dit direction de lutte contre l'immigration irrégulière donc en Libye qui expulse pas seulement les Noirs, il y a aussi les Égyptiens, les Soudanais, les Éthiopiens et tout ça. Et ces Africains-là subissent aussi des tortures. Ces Africains-là aussi sont violentés, les femmes parfois abusées sexuellement, et ça dure donc depuis plusieurs années, du fait de la faiblesse même de l'État. L'État n'existe pas, et ces détentions... Justement, c'est sur cet aspect que je voulais arriver. Pourquoi c'est toujours en Libye qu'on remarque ce genre de situation? C'est vrai, la Libye n'est pas le seul pays de la Méditerranée qui est séparé juste par quelques kilomètres de l'Europe. Mais c'est pourquoi en Libye, c'est seulement en Libye qu'on remarque ce genre de traitement. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est du fait de la faiblesse de l'État. Il y a des groupes armés même qui ont des camps de détention de ces migrants-là. Il y a même des migrants qu'on engage, on a engagés dans cette guerre en Libye. On les recrute en leur disant venez pour surveiller des sites pétroliers. Et ils viennent se retrouver sur le front à l'époque où la guerre était encore vivace. Et donc aujourd'hui, c'est un trafic à plusieurs niveaux. Et certains migrants subsahariens qui ont pu s'échapper, moi j'ai écouté les témoignages de plusieurs Ivoiriens qui ont pu s'échapper donc de cet enfer libyen. Et quand ils viennent raconter, c'est autre chose. Donc l'ONU a le droit de s'inquiéter, l'ONU a le droit de demander dans ce désordre-là quand même que ces migrants soient respectés dignement, qu'on respecte les droits de l'homme et qu'on permette que certaines organisations les accompagnent. Mais après, je crois que ça reste toujours des paroles prêchées dans le désert parce qu'on ne peut pas demander à un pays comme la Libye dans un tel état de pouvoir respecter ce genre de choses. Déjà, le pays est déjà trop ouvert. Il y a des migrants qui passent par le sud sans aucune sorte de contrôle, donc de façon irrégulière. Il y en a qui sont installés parfois régulièrement, mais qui sont aussi victimes de ces expulsions et de ces arrestations arbitraires. Donc aujourd'hui, ce n'est pas demander à ces autorités de mettre de l'ordre, mais c'est chercher à normaliser la situation en Libye. Normaliser la situation en faisant voilà. En organisant une élection comme c'était prévu ou voilà, il y a eu cette guerre qui a été imposée à ce pays. Il y a tous ces pays qui ont intérêt à ce que la situation soit un peu comme elle est. Et donc, dans ce chaos-là, ça va être difficile de respecter les droits des migrants. Donc, il faut travailler à ce que l'Est et l'Ouest se réconcilient, parce que tous ces camps sont soutenus par ces puissances-là et ne s'accordent pas sur l'essentiel. Malheureusement, les victimes aujourd'hui, ce sont ces migrants-là qui, pour la plupart, viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent parfois des autres parties du continent, mais qui subissent donc ce désordre-là. Il n'y a pas que. Maintenant, en dehors de la Libye, nous autres qui étions en quiétude ici, aujourd'hui, le djihadisme est chez nous. Et c'est bien parti de là. Donc, je rejoins sur ce point un peu Russe qui dit qu'il y a une certaine hypocrisie de l'ONU qui n'arrive pas, peut-être tel que l'ONU doit être réformée peut-être pour qu'il puisse jouer autrement son rôle. Sinon, on ne pourra qu'assister à ce genre de déclarations. Et après, sur le terrain, rien n'est fait concrètement pour améliorer la situation des personnes concernées. Alors,
Que dire? Le problème avec la Libye, c'est que comment peut-on prétendre euh, dénoncer quelque chose en s'adressant à un gouvernement qui, de fait, n'existe pas et ne contrôle rien? Comme Germain dit, il s'agit de deux factions qui s'opposent, avec des soutiens qui viennent de l'extérieur, de la Turquie. Limite même, je dirais que le problème libyen ne se traite même plus en Afrique. Il se traite en Allemagne, il se traite dans d'autres pays. Et tous les acteurs qui, à mon sens, devraient participer à la solution libyenne sont mis en marge. Parce que je ne vois, par exemple, pas les principaux pays qui subissent la férue djihadiste. Moi, je trouverais tout à fait normal, par exemple, qu'il y ait des pays comme le Burkina, le Niger, le Mali, même le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, en tout cas tous ceux qui ont suivi des attaques, qui s'impliquent de façon plus active, la CEDEAO, l'Union africaine et ainsi de suite. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est qu'on a des acteurs qui sont marginalisés, des acteurs qui subissent de fait le problème libyen, qui sont marginalisés, qui sont mis de côté, qui sont limite même infantilisés et à qui on donne tout juste le programme qui est établi par d'autres puissances. Et sous prétexte que la Libye a, comment dirais-je, un partage de la Méditerranée avec le continent européen. Et ça, je pense que tant que on écartera comment dirais-je, le continent africain de ce problème libyen, tant qu'on n'aura pas d'acteurs africains impliqués de façon correcte et efficiente dans ce problème, on ne résoudra rien. À moins que on soit dans un genre d'annexion de la Libye de fait. Pourquoi je dis de fait? Parce que si on en vient à un niveau où on a par exemple la Turquie qui est dans un élan de comment dirais-je, dans un élan nostalgique de l'Empire ottoman, où on a par exemple, comment dirais-je, les Européens qui vont être dans un élan nostalgique de l'Empire romain, avec tout ce qu'il a pu conquérir en termes de régions du Maghreb. On le voit d'ailleurs quand on voit les acteurs politiques occidentaux toujours qui sont dans un exercice qui est très courant, celui de magnifier l'histoire, le passif, le rapport historique qu'il y a avec la Méditerranée et les pays qui sont dans le contour méditerranéen. Ça va être difficile, d'autant plus que l'ironie veut que la Libye, par exemple, quand on prend la Libye, on parle beaucoup de la Libye avec l'imaginaire de la Libye côtière. Mais on oublie que, par exemple, une partie de la Libye a une population noire. Quand je prends, par exemple, les Toubous. Et les Toubous, par exemple, sont un peuple qu'on va retrouver dans d'autres pays comme le Niger, comme le Mali, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce qui contribue au trafic des migrants. Et il y a plein de petits aspects de ce genre-là qu'il faut prendre en compte si on prétend traiter le problème libyen. L'ONU, je pense que après la chute du mur de Berlin, après l'effondrement de la Russie soviétique et après, comment dirais-je, à partir de l'avènement du leadership capitaliste américain, ainsi de suite, qu'on a eu, je pense qu'il y a quand même un certain fourvoiement de l'ONU. Pendant, je dirais, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à très récemment, jusqu'à l'avènement, je vais dire, de la Chine un peu toute puissante et ainsi de suite, on a eu quand même un monde occidental qui a eu, on va dire, les coudées franches et qui a beaucoup impacté sur les différents continents du monde. Et malheureusement, cette manière d'impacter, on s'en rend compte, a eu beaucoup d'effets négatifs. Et je pense que on a renversé Kadhafi. Il avait ses défauts, il avait ses avantages. On a pris la décision unilatéralement de le renverser et on en paie les conséquences. Et ceux qui en paient les conséquences, mais justement, c'est majoritairement, à mon sens, ce sont les pays d'Afrique, ce sont les migrants. Voilà, merci. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite des regards croisés. Okay.